Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing du pay-per-view, premier pay-per-view de la WWE, le Royal Rumble édition 2021, qui marque bien sûr la course et la route vers WrestleMania. Et donc la question, bien évidemment, c'est est-ce que le Royal Rumble a-t-il été de qualité ou de mauvaise qualité? Alors si on suit les précédents pay-per-view de la WWE, on est en droit de s'imaginer que ça sera un bon pay-per-view. Depuis septembre à peu près, tous les pay-per-view n'ont pas été mauvais. Ils ont parfois été discutés, ça peut arriver, mais il n'y a rien de mauvais par rapport à ce qui a été proposé. Loin de là, on a même trouvé plutôt des belles choses qui ont été mises en place. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu dans ce pay-per-view? Alors, dans ce pay-per-view, déjà, première chose, il faut savoir qu'on a eu donc 2 Royal Rumble matchs qui vont être proposés. On saura bien sûr les vainqueurs, je laisse bien sûr un petit peu le suspense. Bien sûr, c'est spoilé, hein, si jamais vous n'avez pas vu le pay-per-view, n'allez pas voir ce débriefing, hein, soyez pas cons, hein, bien évidemment. Dites-vous juste, voilà, que ce pay-per-view est ce qu'il est, etc. Et faites-vous en propre avis, parce que c'est pas mon avis qui prime. Ensuite, on a eu donc 2 matchs pour les 2 titres suprêmes, Universel et WWE. Et enfin, Sasha Banks qui faisait face à Carmella pour le titre féminin de SmackDown. Pour information, lors du kick-off, Asuka et Charlotte Flair ont perdu les ceintures par équipe féminine de la WWE, puisque Lacey Evans a coûté la victoire à Charlotte avec un Roman White. Donc forcément, voilà ce qui s'est passé. Alors, clairement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce pay-per-view? Alors, dans la globalité, on va dire que mes craintes sont plus mitigées qu'il y paraît. Les 2 Royal Rumble matchs, on va en discuter en détail, finalement, ils ont été classiques, peut-être parfois trop classiques. Il n'y a pas eu de truc de fou qui s'est passé, contrairement par exemple à l'année dernière. Le match des 2 titres suprêmes, il y en a un qui a été classique, je ne dis pas lequel, et l'autre qui a été exceptionnel. Et le match féminin était de bonne qualité. Voilà. Si vous avez besoin de vous dire ce qui s'y passe, voilà ce qui s'est passé par rapport à ça. Voilà. Après, si vous avez envie de savoir comment Edge et Bianca ont remporté leur match, tout simplement, vous allez voir les vidéos, vous allez sur les sites spécialisés. J'ai pas besoin de moi pour savoir où ça se trouve. Bon. Donc, on va parler d'abord, et bien forcément, du premier match. Ça va être très décousu, hein, ce débriefing, je vous préviens tout de suite. Avec d'ailleurs Goldberg qui faisait donc face à Drew McIntyre. Je disais tout simplement qu'il y avait un côté décousu qui était proposé. Et bien tout simplement, c'est ce match, ce match classique, trop classique, c'est du Goldberg. C'est du Goldberg, il n'y a pas à être étonné à l'outre mesure. On sait que Goldberg, depuis qu'il est à la WWE et même bien avant, il ne sait pas faire des longs matchs. Ou alors il faut lui mettre, on va dire, des mecs autour, etc., etc. Il ne sait pas faire ça. Il ne sait sans doute pas le faire et il ne saura sans doute jamais le faire. C'est pas une critique, voilà, c'est son style. Après, on aime ou on n'aime pas. Forcément, les matchs sont très courts, parfois trop courts, mais ça apporte ça apporte une qualité. En tout cas, Drew McIntyre a gagné, ce qui prouve quand même que la WWE, vous étiez tous inquiets. Ouais, Goldberg va gagner, parce que forcément, vous voyez par rapport à ce qui s'est passé dans les années précédentes, je n'avais aucun, on va dire, je n'avais aucun doute qu'il gagnerait. Qu'il gagnerait. Je n'avais aucun doute qu'il gagnerait pour la simple et bonne raison que McIntyre est dans une forme ascendante et que lui enlever le titre, à ce moment-là, c'était de le tuer. Il fallait faire autre chose et c'est ce qui s'est passé durant ce moment. En tout cas, c'est mon point de vue par rapport à là-dessus. Voilà. En tout cas, c'était un match. Alors, c'était un match intensif à la Goldberg. Il y en a qui vont pas l'aimer, il y en a qui vont l'aimer, mais moi, comme je savais que ça allait se passer ainsi, j'ai pas été étonné à outre mesure. Donc, après, on a eu donc Sasha Banks qui a donc affronté Carmella. Alors, je dois vous avouer que moi, dès le début du match, je me suis dit, oh putain, ça va être un match de merde. Je me suis dit ça pourquoi? Parce que je me suis dit, ce match, il ne va rien donner de bon. Eh bien, au final, je suis au regret de le dire, eh bien, Parfois, il faut savoir avoir tort et se dire dans sa tête, finalement, il faut se sentir important. Eh bien, finalement, j'ai eu tort. Le match était très intéressant. Alors après, Reginald a été égal à lui-même, voilà. Carmella a fait son match,
Voilà, ça a été un match assez intense, très stiff, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Sacha a fait un match, a fait son match. D'ailleurs, j'ai trouvé le match de Sacha contre Carmella plus intéressant dans ce match-là que celui de TLC, c'est pour dire. En tout cas, ça va clôturer la rivalité entre Sacha et Carmella et sans doute démarrer la future rivalité entre elle et la Bianca Belair, puisque vous avez vu la photo. J'allais vous faire un mais finalement vous allez deviner forcément. Donc Bianca, voilà. De toute façon, qu'on soit clair là-dessus, Carmella n'a pas démérité. Qu'est-ce qu'elle fera par la suite? Je pense qu'elle va se reconstruire tout doucement pour au final démarrer une nouvelle rivalité dans les prochains jours, prochaines semaines. Je serais pas étonné qu'on la retrouve. En tout cas, elle a gagné des points. Voilà. Si on peut donner un bilan de cette rivalité, certains diront que c'était une rivalité où c'est clair que Carmella a perdu des points. Moi, je pense qu'elle en a gagné parce qu'elle s'est vraiment bien comportée durant ça. Après, qu'on soit clair là-dessus, le roster de SmackDown est un peu juste. Je pense que quand Becky va revenir, il y aura sans doute plus de coffres dans ce roster. Ce roster aujourd'hui, si tu enlèves ta Bayley, Bianca, ils sont 3, il va falloir rajouter 4-5. Liv est trop jeune, donc Carmella peut être la quatrième. Après Becky, on ne sait pas où elle ira. Mais si elle va à SmackDown, forcément, on aura souvent des Becky contre Sacha, voire même des Becky contre Bianca. Ça peut être une bonne idée. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là et j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce qui s'est passé. Voilà. Ensuite, on a eu quoi? On a eu... Ah, bah on va en parler. Bah justement, la transition que tu nous tiens. Parlons de ce match. Alors, on va parler rapidement. On va parler d'abord du match. Avec donc... Alors, je ne vais pas m'amuser à vous parler de la globalité parce que 1 heure à débriefer, ça serait trop long. On va commencer tout de suite par parler déjà du choix Bianca Belair. Alors, c'était pas une surprise. C'est pas une surprise dans le sens où son nom sortait de plus en plus. Ce n'est pas une surprise de loin de là. Bianca était supposée gagner, elle a gagné. D'ailleurs, moi je l'ai dit à SmackDown, à partir du moment où elle a concrètement battu Bayley, c'était la petite... En fait, Bayley était le petit caillou dans sa chaussure. À partir du moment où Bayley, le caillou a sauté, et ben au final, le caillou a été remplacé forcément par une belle mousse. Et au final, ça a bien marché. Voilà, la petite serviette a été remplacée. La serviette a permis notamment des belles choses. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon point de vue là-dessus. En tout cas, c'était pas une surprise de loin de là. Après, pour le match en lui-même, je l'ai trouvé classique. C'est un Royal Rumble classique. Il n'y avait pas un truc de fou. Il n'y avait pas un truc à se mettre plus sous la dent. Voilà. Très surpris par l'élimination de Bayley, qui a été assez tôt, clairement. Moi, je m'attendais à une élimination plus lente, plus... Voilà, quand même, on a eu quand même, à la fin, Natalia, Lana, qui est quand même revenue, hein, quand même, faut pas, quand même pas déconner. Et moi, j'ai trouvé quand même que Rhea Ripley, qui était la dernière à être éliminée, moi, je m'attendais réellement à ce que Bayley ait vraiment un push. Alors certes, elle est arrivée elle est arrivée première, donc faut pas non plus être ridicule. Mais quand tu vois que Bianca était troisième et restait tout au long du match, ça c'était pas mal. D'ailleurs, Bianca, pour information, certains j'ai entendu ça, on dit que Bianca Belair a été relativement moins impactante qu'on pensait. Bah, c'est-à-dire que l'année dernière, elle a littéralement éliminé, je crois, 9 ou 10 personnes. C'était évident qu'elle allait faire moins fort. Et je pense qu'elle a surtout fait quelque chose. Elle a frappé. En fait, la WWE avait une hypothèse. C'était d'éliminer les principaux pour faire Bayley. Parce qu'il fallait éliminer Bayley de la part de Bianca. D'ailleurs, ça a été fait de manière un peu surprenante. Je crois que le public ne s'y attendait pas. Ça aussi, enfin, les commentateurs ne s'y attendaient pas. Clairement, voilà. Après, il n'y a pas eu d'image de fou, quoi. La trahison de Naya sur Shayna était quand même assez prévisible. Mais ça manque. Voilà, il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé. Il n'y a pas eu grand chose. J'ai pas plus été impacté que cela. J'ai pas plus. Enfin, d'ailleurs, la place de 30e de Natalia, je l'ai pas réellement comprise. Parce qu'au final, bah, on se demande à quoi elle a servi par rapport à ça. Après, la victoire de Bianca, c'est peut-être ce qui sauve un peu parce que les gens auraient râlé si ça avait été Charlotte. Mais voilà, moi de mon point de vue, c'était trop classique. Voilà, c'était pas. Voilà. Quand tu vois les deux Royal Rumble match de l'année dernière, il y avait de l'impact. Alors certes,
Le retour de Edge a beaucoup aidé. Mais cette année, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'impact. C'était assez particulier, voilà, ça manquait un peu d'impact. Après, pour la victoire de Bianca, je le dis, la victoire de Bianca, je l'ai trouvée classique dans le sens où on savait qu'elle allait gagner. Il y avait, en fait, à partir du moment où Bailey elle est battue par Bianca, il n'y a plus rien qui l'empêche d'aller remporter le titre. De deux façons, mais en tout cas, en plus, il n'y avait pas réellement de surprise qui revenait. La surprise Rhea Ripley, j'y croyais pas, pour la simple et bonne raison que Rhea, euh, elle n'a pas fait vraiment quelque... En fait, depuis qu'elle a perdu son titre à NXT, face à Charlotte, Rhea, en fait, elle a perdu un peu de sa super... Elle a un peu dégringolé au fur et à mesure. Elle a quand même eu quelques petites rivalités, notamment une rivalité contre Raquel Gonzalez. Elle a fait le NXT War Games, mais c'est vrai qu'elle n'a pas fait grand-chose, honnêtement. Alors après, là, peut-être que ce match va être le tremplin pour, peut-être, la future rivalité, peut-être avec Rhea Ripley qui pourrait aller du côté de Raw et défier, je sais pas, peut-être soit Charlotte, ou soit autre chose, peut-être défier, peut-être faire un rematch, voire même défier Asuka. Ça peut être une hypothèse, ça peut être une possibilité. Après, l'arrivée de Chotzi, je pense qu'elle va rester à NXT, elle. Santana Garrett, elle va rester à NXT. Alors, les légendes qui sont arrivées, donc il y a eu Alicia Fox aussi, d'ailleurs, qui a remporté le 24/7. J'ai pas compris l'intérêt. Voilà, Alicia Fox, elle a un point au palmarès. Moi, j'aurais préféré, par exemple, que certaines lutteuses se prennent le titre au fur et à mesure. Ça aurait pu être rigolo. Dans un Royal Rumble match, un enjeu dans un enjeu, ça aurait pu être sympa. Sauf que l'enjeu, en fait, il se calme en 5 minutes. T'as R-Truth qui arrive et qui reprend la ceinture. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu trop facile, pour ainsi dire. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Après, je dis pas que le match est mauvais, attention, c'est pas ce que je dis, mais il est classique. Voilà, c'est pas un grand Royal Rumble. On s'est pas exclamé, on s'est pas emballé. C'était un Royal Rumble, tout ce qui est plus classique. Voilà. Donc ensuite, on a eu, eh bien, ah oui, alors là, mesdames et messieurs, on a le match de la soirée. Ah, clairement, on l'a souvent dit. Moi, très clairement, je suis pas un fan absolu des Last Man Standing Match. Pourquoi? Parce que le problème des Last Man Standing Match, c'est qu'il y a souvent un aspect temps qui est obligé d'attendre. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais parler rapidement du botch. Je parlerai après du botch, hein, mais voilà, ça c'est quelque chose. Je vais parler rapidement du botch. Alors, certains ont dit, oui, mais c'est, voilà, le mec, voilà, etc. C'est pas normal. Il y en a qui disent, ouais, mais attends, on pouvait pas. Alors, moi, je suis pour la cohérence. Je suis pour la cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu, à un moment donné, un décompte à l'extérieur qui s'est propagé lors de Raw. Alors tu vas me dire, oui, l'enjeu est plus important. Mais, en fait, ce qui aurait été surprenant, c'est que Kevin Owens gagne parce que Paul Heyman n'est pas capable d'enlever les monotes à Roman Reigns. Surtout que Roman, en entendant les bruits, il aurait pu se mettre sur ses jambes. Il aurait pu se mettre sur ses jambes. Et à ce moment-là, on aurait tous dit, l'arbitre aurait pu dire, voilà, il est sur ses jambes, il n'y a rien à dire là-dessus. Au lieu de ça, il ne le fait pas. Et à la limite, même s'il l'aurait perdu la ceinture, il reste Fastlane. T'aurais pu faire un triple threat entre Kevin Owens, Roman Reigns, voire même mettre un rematch vite fait. Ça aurait pu faire un petit règne pour Kevin Owens, continuer la rivalité à Fastlane. Alors, je ne sais pas s'ils vont parler de ça à SmackDown, mais voilà mon point de vue là-dessus. Après, au niveau du match, ce moment-là ne gêne absolument pas la qualité du match. C'était totalement un last man standing match, chose que j'avais envie d'avoir. Je suis très content de ce qui s'est passé. C'était un super match. Et j'ai trouvé que c'était une excellente prestation des deux. Mention spéciale. Voilà, il n'y a même pas de mention parce que... Voilà, pas d'intervention. Jey Uso d'ailleurs, pour information, ça fait 2 semaines qu'il est plus là. On sait pas où il est. Après, c'est possible avec le Covid et tout qu'il ait pu avoir un contrôle positif. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Match de la soirée, voilà, c'est clair et net pour ainsi dire. Et enfin, on va terminer avec ceci, forcément. Edge qui remporte donc le Royal Rumble match. Alors, il y a des choses à dire dans le match des garçons. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, déjà, première chose, on va parler rapidement de Edge. Alors, moi, en tant que fan de catch, bien sûr que je suis content pour lui. Je suis content pour lui parce que finalement, Edge,
remporte et finalement va pouvoir peut-être s'offrir un titre et mettre fin à sa carrière plus tard. C'est vrai. Et surtout, on pourra enfin se dire qu'il a eu ce petit goût d'inachevé qu'il y a eu quand il a eu mettre fin à sa carrière à cause de ses problèmes physiques, va se terminer. Je suis très content. Mais malheureusement, je vais paraître ingrat, mais j'aime pas les doubles discours en fait. Pourquoi? Les gens qui disent non Goldberg, alors je sais que Goldberg vient pas souvent, hein, etc. Non Goldberg, parce que c'est un ancien, parce qu'il n'aide pas la place aux jeunes. Je comprends pourquoi ils n'ont pas le même argument pour Edge. Edge, je l'adore, c'est un lutteur fantastique. Ce qui lui est arrivé, j'en suis le premier à avoir, j'en ai été le premier à être triste. Il est revenu, il a fait une année 2020 particulière parce que forcément il fait son retour et le plus important, il a sa rivalité contre Randy Orton qui est pour moi la rivalité 2020 avec Roman Reigns, avec le Fiend et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que là, il va partir pour un match de championnat. Si il remporte le championnat, contre qui d'abord? Alors, je vais revenir après. S'il remporte le match de championnat, qu'est-ce qu'on fait? Edge est-il capable de tenir tout au long du truc? J'en suis pas certain. Et le pire, c'est que s'il vient de manière un peu mitigée, ce qui va se passer, c'est que les gens vont dire « Ah bah, il fait de Lesnar. Est-ce qu'on peut reprocher... » Et les gens vont dire « Ouais, mais c'est Edge. » Non. Tu peux pas dire à Goldberg, à Lesnar et aux autres « Ah ouais, non mais ils sont chiants, c'est des ghosts, ils viennent jamais. » Et dire à Edge « Ah mais non mais c'est Edge. » Il faut être cohérent. Moi, de mon point de vue, je pense que Edge n'aurait jamais dû remporter ce Royal Rumble match. Alors, je vais nuancer. Il ne devrait jamais, s'il n'a pas l'envie d'y être là tout le temps. S'il est là pour pouvoir être là tout le temps, ok. Je m'incline, pas de problème. Si il est là juste pour être là de manière parcimonie, si par exemple, je sais pas, il est là à Raw et durant 4 semaines on le voit plus, alors, contre Fastlane, ça va peut-être se justifier. Mais si après Fastlane, tu le revois et après à WrestleMania, il fait son match un petit vite fait et après il redisparaît, bah là ça va paraître gênant. Après, il reste le Miz. Le Miz peut cacher sa mallette sur lui. Cela peut être une éventualité. Ensuite, il y a aussi un deuxième point qui me gêne par rapport à la victoire de Edge. Alors, la réalité, c'est que j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui ce serait le meilleur adversaire pour Edge. Il reste 3 personnes. Finn Balor, parce que NXT, on peut toujours choisir NXT. Roman Reigns, ou le dernier, et non des moindres, Drew McIntyre. A priori, avec le retour de Seth Rollins, je pense, même s'il il sera encore heel, mais je vois pas Seth Rollins aller du côté, eh bien, je pense, vois pas Seth Rollins faire son retour et à la limite se contenter des seconds couteaux. Voilà, clairement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que donc ça irait vers Drew McIntyre. Et là, j'ai un problème. En fait, je ne saurais pas... Alors après, c'est peut-être moi qui suis casse-pied. Je ne saurais pas comment construire une rivalité entre Edge et McIntyre. Pas parce que McIntyre est mauvais, pas parce que Edge est mauvais, c'est parce qu'il faut un lien. Un lien que Goldberg a essayé de créer, et on peut dire que tout ce qu'on veut, mais le lien a été en partie créé, même s'il a été très mitigé avec le Covid. Et puis, bah, l'autre côté, Edge, s'il remporte le titre, voilà, s'il a ce match, il va falloir une storyline. Je suis très mitigé. Voilà. Après, Finn Balor, c'est un peu pareil. Qu'est-ce qu'il ferait à NXT? Je pense que Seth Rollins aurait été mieux à même de remporter ce droit. Ou alors Braun Strowman. Voilà. Ou alors, limite, parce qu'il parlait de Daniel Bryan, même Daniel Bryan, j'aurais eu du mal. En fait, le Edge, voire même Randy Orton, ça aurait pu être quelque chose, ça aurait pu être un sacré impact, voire avec peut-être le Fiend dans les parages pour essayer de le tourmenter, ça aurait pu être quelque chose. Mais je ne vois pas comment Drew McIntyre, peut-être que vous avez l'idée, comment Drew McIntyre va mettre en scène la chose. Et enfin, on va terminer bien évidemment avec
la manière dont il a été quasi éliminé. Randy Orton. Et là, je suis déçu. Je suis déçu pourquoi? Je suis déçu pourquoi? On me propose un Randy Orton qui revient au dernier moment. Déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est que celui qui croyait que Randy Orton était out, je pense qu'il est naïf. Bien évidemment que Randy Orton n'était pas out. Ça, on n'avait pas eu besoin de ça. Surtout que tu veux vraiment montrer qu'il est out, mets-le au sol. KO, incapable de se relever, etc. J'aurais préféré peut-être même que ce soit Edge qui soit y allé. Mais admettons. À partir de là, tu fais donc quoi? Tu fais donc en sorte que Edge, eh bien, va se faire éliminer par Randy Orton. Donc tu as ce petit qui arrive, sauf qu'il est trop rapide. Et même, je vais aller aller plus loin. Pourquoi? Tu vois, alors, je peux comprendre pourquoi. Parce qu'ils veulent une der entre Randy Orton et Edge à Fastlane. Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a quand même cette rivalité entre le Fiend et Randy Orton qui est toujours ancrée là. Pourquoi Randy Orton, Alexa Bliss n'apparaît pas. En fait, moi, ce que j'aurais fait un truc tout simple. Hein. Au moment où il veut, donc il fait son RKO, il va balancer il va balancer Edge. Et les lumières s'éteignent, il voit Alexa Bliss pointer devant la table des commentateurs. Voilà. Vous avez votre momentum. Et là, Edge, voyant cela, l'éjecte. Ça aurait pu être quelque chose de puissant. Ça aurait pu être quelque chose de très puissant. Mais ça n'a pas été le choix des scénaristes. J'en suis le premier à regretter parce que je pense que si on avait fait ça, ça aurait été génial. Si on voulait choisir un autre point. Après, bon, voilà, c'est ça. Après, pour le reste, l'intervention de l'arrivée de Seth Rollins, bah, compris qu'il serait encore heal, hein, parce que quand tu élimines pas Daniel Bryan comme ça. Et pour le reste, classique. Ouais, c'est un peu le truc, c'est que ça a été 2 Royal Rumble match classiques. Il y a peut-être eu le début, mais alors le début il manque d'impact. Voilà. Bon, voilà, sans plus. Bon, voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce pay-per-view? C'est un bon pay-per-view, clairement. Moi, je me suis impliqué, j'ai apprécié le fait de m'amuser à regarder ce pay-per-view, qu'on soit clair là-dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa, j'ai trouvé que c'était une bonne ambiance, je trouvais qu'il y avait quand même un bon match, un très bon match. Les 2 Royal Rumble match se regardent. Le match féminin se regarde. Il n'y a pas de mauvais match. Donc ça, c'est cool. Par contre, ben, il y a des ratés. Les 2 monuments qui doivent nous mettre en valeur ne sont pas là. Mais d'un côté, c'est difficile de les mettre en avant. Et il y a une deuxième chose. À partir du moment où tu builds pas réellement le Royal Rumble, bah, tu peux pas réussir quelque chose de fort. Le Royal Rumble match féminin n'a même pas été buildé, quasiment pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'ils ils craignaient quelque chose? Peut-être. En tout cas, je m'attendais à autre chose. Voilà. Après, bon, vous le savez, il faut se contenter. Il y en a qui te disent contente-toi de ce que tu as. Si vous voulez. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ce Royal Rumble match. Ce Royal Rumble édition 2020 est intéressant. Va raconter des choses. On va voir s'il raconte des choses. Les storylines, il y en a certaines qui sont piquées des hannetons. On peut regretter le dénouement. En tout cas, on peut dire que malgré mes critiques qui sont que constructives, moi j'estime que la WWE s'en est quand même bien sortie. Et ça, c'est quand même bien. Après, à eux qu'on te perdurer ce moment et de travailler dur. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et je vous souhaite bien sûr un bon appétit. Parce qu'il est 17h41, vous avez peut-être mangé un goûter. Allez, ciao les amis.